bienvenue sur Spot White Days. Aujourd'hui, on va évoquer la thématique de la gestion d'équipe. Pour aborder la gestion d'équipe, je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Caroline. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer un peu ton parcours, comment tu perçois ta propre gestion d'équipe. Ok. Voilà. Déjà, j'ai envie de te remercier pour ton accueil, pour ta confiance. Puis merci aussi à l'école de m'accueillir. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent, j'imagine, en distanciel. Et j'ai aussi envie de remercier Mathias Beretta, Thierry Guibert et Andrea Briand pour l'organisation des White Days. Donc me présenter, c'est ça? Alors, Oui, j'ai c'est pas ça. révisé, donc je crois que je pense que je vais m'en sortir. Donc, je m'appelle Vincent Le Boudère et donc je suis breton d'origine de la Côte de Granit Rose et donc je suis spécialiste de la communication interpersonnelle. J'aime bien dire que je suis communificateur. Donc mon objectif, c'est de fluidifier les relations humaines en entreprise. Et donc, moi, j'accompagne mes clients, des entrepreneurs, des dirigeants à réenchanter les relations humaines en entreprise, à réenchanter pour réengager. Donc ça, c'est mon objectif. Et donc, ravi de pouvoir en discuter aujourd'hui. J'aime bien dire que je suis passeur de cap. Donc, ma vocation, c'est vraiment d'éclairer la route à des entrepreneurs pour les aider à prendre les bonnes décisions dans leur start-up, dans leur entreprise. Et donc, j'accompagne en fait ces personnes-là en solo ou en équipe sur différents champs d'accompagnement. Donc, il y en a 6. Le premier, c'est que je suis formateur. Donc, je suis formateur professionnel. Je suis coach professionnel certifié et membre de la Fédération internationale de coaching. Je suis facilitateur de groupes en co-développement professionnel. On en parlera un peu plus tard, mais c'est aussi un outil pour activer l'intelligence collective dans le groupe. Je suis conférencier sur les sujets de la communication interpersonnelle. Je produis aussi un podcast qui s'appelle Agora, qui est un podcast sur l'accompagnement au changement, un podcast sur l'art du changement en général. Après, j'ai aussi une vie, bénévole, parce que j'aime aussi, je dirais que j'ai un filtre décisionnel sur mon système de valeurs et j'aime aussi m'engager. Je pense que m'engager me rend heureux en tout cas. Et donc, je suis bénévole, on va dire coach solidaire pour les Coachings du Cœur, qui est une association fondée par Éric Chabot, pour venir en aide aux plus démunis et les aider à passer un cap, à se mettre en action au service de leurs objectifs. Je suis aussi speaker coach pour les conférences TEDx et je suis aussi coach ressource pour Coaching Ways à l'école de coaching. Donc ça fait quelques casquettes. Oui, ça fait beaucoup même. C'est chouette de pouvoir parler ensemble de la gestion d'équipe, quelque chose qui me passionne. Donc, par ton parcours et tes nombreuses expériences et casquettes, pour toi, du coup, comment ça s'organise en fait une bonne gestion d'équipe? C'est une très bonne question. Alors, j'aimerais commencer peut-être par 2 éclairages avant de donner des tips et des ficelles. Le premier, c'est le goût des autres. Je pense que c'est essentiel d'avoir le goût des autres. Quand j'étais petit, dans la cour de récré, j'étais observateur. J'étais plutôt en retrait, assez timide. J'avais quand même plein de copains. Néanmoins, j'aimais observer le fonctionnement du groupe, les modes de fonctionnement du groupe, celui ou celle qui ne parlait pas. Presque les effets de groupe et la psychologie déjà humaine à cette époque-là, même si je ne la nommais pas de cette façon-là. Plus adolescent, je lisais des bouquins de Claude Lévi-Strauss comme Triste Tropique, j'en pigeais pas la moitié. Néanmoins, ça me passionnait. Je voulais être anthropologue, être ethnologue, être sociologue et analyser les modes de fonctionnement des groupes pour fluidifier les comportements. Et j'ai eu la chance de pouvoir, dans ma carrière, avoir une coloration internationale. Donc avec 10 années où progressivement j'ai été chargé de com, responsable communication et DIRCOM par intérim aussi de différents grands comptes internationaux et qui m'ont donné la possibilité de travailler avec des équipes multiculturelles où j'ai eu la chance de me déplacer et de travailler aux États-Unis, à Washington, en Allemagne, en Suisse, en Inde. Et donc, c'est ce qui m'a amené à travailler aujourd'hui sur des thématiques multiculturelles, géographiques, fonctionnelles, avec du coaching en équipe et de l'accompagnement collectif. Okay. Donc ça, c'est, je dirais, un point de départ de cette coloration, en tout cas,
sur la communication. Et chemin faisant, dans mon parcours, une de mes forces, en tout cas reconnue, un truc que je fais plutôt bien, c'est d'amener des groupes disparates et non homogènes, ce qui par nature est une équipe, à faire quelque chose. C'est probablement un truc que je fais relativement bien. Et donc, en tout cas, je pense que le point de départ pour gérer une équipe, c'est d'abord et avant tout le goût des autres et aimer partager en collectif, aimer créer un mode de fonctionnement commun au service du groupe. Et donc, aujourd'hui, mon why, ma conviction profonde, c'est qu'un leader authentique va avoir un impact positif sur le monde. Je pense que ma conviction, c'est de créer des leaders authentiques, d'aider les leaders de demain à se positionner, à être en équilibre, de façon à ce qu'ils puissent avoir un impact positif sur leur équipe. Et par effet systémique, ces leaders authentiques, en équilibre, auront un impact sur leurs équipes. Puisque je pense que c'est une question de systémie. Quand un élément du système change, le système change. C'est un peu comme si on se met tous avec l'équipe technique sur un trampoline et qu'on est 10 sur un trampoline, que quelqu'un commence à sauter, l'ensemble des personnes du système vont commencer à se mettre en mouvement. Et donc je suis convaincu que l'accompagnement, et notamment le coaching, a sa pierre à l'édifice à poser pour créer ces leaders authentiques de demain. Et on va définir ce que c'est l'authenticité, mais c'est aussi ne faire qu'un, et ne pas être dans un costume de survie, en suradaptation dans son environnement. Et donc mon enjeu, c'est de faire émerger ces leaders authentiques et de les aider à prendre toutes leurs dimensions et rayonner dans leur système. D'accord. Et donc je peux faire l'analogie avec ça, avec je dirais le jardin. Quand on sème, on récolte. Et donc l'idée, c'est de se dire, la relation humaine, c'est quelque chose qui se nourrit chaque jour. C'est quelque chose qui doit, être alimenté, être arrosé chaque jour. Si on embauche un jardinier et qu'il vient le premier jour mais qu'il ne vient pas les 3 prochains mois, le jardin va être en friche. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi nourrir cette relation humaine au service de la confiance. Donc c'est des petits gestes, c'est des petits comportements, des petites habitudes qui doivent être renouvelées, à mon sens, chaque jour pour créer la confiance. Parce qu'on dit aussi parfois que la confiance vient en marchant et elle repart en courant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi prendre conscience de ça et de nourrir au quotidien. Ok. C'est super intéressant, la métaphore. Et ça nous permet vraiment d'imaginer et de se projeter dans notre imaginaire et d'avoir au final chacun sa propre métaphore personnelle. Écoute, j'entends qu'elle te parle et je suis ravi. Je n'ai pas forcément pour autant la main verte. En tout cas, je jardine en ce sens. Et du coup, est-ce que pour toi, il y a un élément vraiment indispensable à cette bonne gestion? Alors, je dirais qu'il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions de la bonne gestion d'équipe, sans rentrer forcément dans les outils, parce que je pense qu'un bon peintre, s'il est reconnu, ce n'est pas parce qu'il a une marque de pinceau plus chère que les autres. Donc je pense que j'ai une de mes mentors qui s'appelle Saadia, qui utilise un outil qui s'appelle le GBS, le gros bon sens. Donc je pense que ça, c'est une première chose, c'est de se faire confiance et de suivre aussi son intuition. Les 3 dimensions, je pense qu'elles viennent du fait de prendre soin de soi, de prendre soin de la relation, de l'autre, avec un A majuscule, et prendre soin de l'équipe. C'est vraiment ces 3 dimensions-là. Tout ça au service de la constructivité. L'idée, c'est d'être constructif dans le groupe, d'avoir une communication constructive et assertive. C'est-à-dire communiquer sans heurter les autres. Et pour autant, pouvoir s'exprimer. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle de Tuckman et qui permet de voir qu'une équipe fonctionne en 4 étapes. La première étape, c'est l'équipe se constitue. C'est le forming. Je me forme. L'équipe se constitue, on apprend à se connaître, on échange entre nous. Il y a peut-être des accords, mais pour l'instant, on reste dans une forme de consensus. La deuxième étape, c'est le storming, c'est la tempête. Rien ne va plus. Et là, les personnes s'expriment. Tiens, à mon sens, moi j'ai besoin de ça, dis donc. Et ça, c'est pas respecté dans le groupe. Donc, des émotions surgissent, puisqu'un besoin non nourri fait apparaître une émotion désagréable. Un besoin nourri fait apparaître une émotion agréable. Donc là, on est dans la phase de storming, tempête. On s'exprime, on modifie. On arrive ensuite à la 3e phase, c'est la phase de norming. Donc là, les normes se créent.
petit à petit. Donc, c'est-à-dire que là, on crée des processus, on crée des modes de fonctionnement, on crée d'une certaine façon des règles. Et on arrive sur la phase ensuite de performing. Donc là, la mécanique est huilée et ça permet au groupe en fait, de fonctionner, d'aller vers une forme de performance du groupe, jusqu'au jour où effectivement ça se réinvente. Et je pense que avant de parler du groupe, c'est important de parler de soi, d'être en écologie déjà avec soi-même avant d'être en coécologie avec le groupe. Par exemple, je crois que c'est important de parler je dirais, d'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre intérieur. C'est retrouver la paix intérieure qu'on a chacun d'entre nous, de façon à ce qu'elle se révèle profondément contagieuse pour le groupe. Parce que la communication, c'est 93% de non-verbal. Donc la majorité du message de communication passe par le paraverbal, la voix, et par le non-verbal, donc le corps. Et aussi, donc ça se ressent aussi au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça va avoir un impact notamment systémique sur les autres du groupe. On dit souvent aussi che va piano va sano, donc tranquille. Et donc je pense que dans cette idée-là, c'est important aussi toujours dans cette idée de discernement, la connaissance de soi au service de tous. Donc le discernement, c'est avant tout connaître ses déclencheurs, connaître ses déclencheurs de stress. Qu'est-ce qui me gratouille au quotidien? Qui me gratouille au quotidien? Quel sujet? Quelle tâche? Quel lieu? À quel moment? Et donc de gagner en discernement sur ce qui peut je dirais, nous impacter. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est aussi connaître sa stressabilité. Notre propension à créer du stress par nous-mêmes, je dirais. Donc c'est aussi intéressant de savoir comment on met le curseur pour mieux agir dessus et mieux avoir un discernement sur cette paix intérieure. Un autre élément qui me vient en tête, c'est d'être son propre DRH et miser sur ses propres passions, parce que personne ne le fera à votre place. Donc l'idée, c'est aussi dès le départ, avant de penser à la gestion d'équipe, de savoir comment vous êtes aligné avec vous-même. Donc c'est du discernement à l'alignement. D'abord le discernement, c'est vraiment se connaître soi, et donc faire un travail, se poser, et se demander, tiens, et vous pouvez aussi, ceux qui nous regardent maintenant, vous poser cette question, et je t'invite toi aussi Caroline à te la poser, ce serait quoi tes 3 valeurs, les 3 valeurs clés qui font que parfois tu prends des décisions? Alors, 3 valeurs clés, je dirais en soi l'écoute de l'environnement dans lequel je me trouve. Aussi, c'est un peu compliqué. On prend le temps d'y réfléchir. Je t'en partage une si tu es OK avec ça. Ouais. Alors une qui me viendra en tête, par exemple, c'est le respect. Le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de l'équipe ensuite. Il y aurait tout un tas de valeurs possibles. Ça pourrait être l'équité, l'égalité, le partage, et on pourrait en citer plein. Et je vous invite à vraiment vous demander, ce serait quoi vos 3 valeurs clés, hein, et au-delà des valeurs, il peut y avoir un travail de discernement sur le besoin. Quels sont mes besoins fondamentaux? Qu'est-ce qu'un besoin, déjà? Maintenant que tu m'en parles, tu vois, un peu plus profondeur, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de travailler pendant 3-4 ans, même à l'heure actuelle encore en groupe. Et c'est vraiment du coup de vraiment aller chercher les besoins des personnes et leurs envies. Et surtout, en fait, pour moi, un bon travail, un bon sujet, c'est quand tout le monde s'amuse, en fait. Quand vraiment tout le monde prend du plaisir à construire quelque chose, à créer, et ensuite si c'est possible, de le réaliser. J'adore en fait ton exemple. Je le relis avec un des 10 commandements de Blablacar, qui est Fun and Serious. Frédéric Mazzella a fait co-construire les valeurs en groupe, en équipe. Et donc Fun and Serious, c'est on peut s'amuser tout en étant sérieux. Donc, je rebondis sur ce que tu dis et je trouve ça formidable. Donc voilà, en tout cas, il y a un travail de discernement à faire avant d'aller vers le groupe, et c'est aussi du coup se connaître en profondeur sur ses valeurs, ses besoins, peut-être aussi ses zones d'ombre, ses angles morts, ses peurs, ses limites, pour mieux pouvoir les poser en groupe et pour, je dirais, mieux pouvoir aussi les communiquer au groupe, de façon à ce que
le groupe puisse cartographier les besoins des uns et des autres et s'aligner sur des modes de prise de décision et faire qu'il y ait une harmonie dans le groupe. Ce qui est intéressant aussi dans le travail en groupe, moi je trouve, c'est que au final on vient tous de milieux différents et on n'a pas tous les mêmes compétences. Donc au final, par exemple, si moi j'ai un peu de mal dans la communication et que quelqu'un est très à l'aise dans la communication, au final il peut m'apprendre des petits tips ou des petites compétences que moi après je peux mettre en lumière plus tard. Et je trouve ça aussi important, l'entraide aussi, dans un groupe, de pouvoir transmettre son savoir sur même quelque chose qui pour nous paraît simple, mais au final très important pour les autres. Oui, tout à fait. Sur la partie alignement, il y a quelque chose d'autre qui me vient. Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. C'est une citation de Saint-Augustin qui me dit que c'est très important aussi de se suivre et de savoir en quoi on est aligné dans notre projet et de se questionner régulièrement sur cet alignement, peut-être de requalifier ses priorités, requalifier ses besoins, ses valeurs pour ajuster le cap petit à petit. C'est aussi un travail que je fais régulièrement avec mes clients qui sont dans des zones d'ombre en tout cas. Je te parlais d'authenticité tout à l'heure. Je pense que l'authenticité, c'est aussi, je dirais, reconnaître, voilà, encore une fois, ce qui vibre chez nous, parce que l'incohérence génère du stress. La dissonance génère du stress. L'incongruence aussi génère du stress. Donc ça, c'est important de travailler cette authenticité pour ne faire qu'un et pour éviter d'être dans un costume de survie, comme je disais tout à l'heure, en groupe. Peu importe le groupe, que ce soit dans la vie personnelle comme professionnelle. L'enjeu de ça, c'est d'éviter de se retrouver dans des situations où on est en suradaptation, en survigilance, voire en surcontrôle sur les éléments. C'est aussi comme ça en général qu'on brûle notre énergie et qu'on a dans des situations de burn-out. Donc l'idée, c'est de pouvoir anticiper ça et de se questionner régulièrement. Tout ça est au service de la cocotte minute. C'est une métaphore que j'aime bien utiliser. Et on va en reparler aussi dans la partie, je vais dire, prendre soin de l'autre. Donc c'est important d'éviter de réprimer ce qu'on a à dire. C'est aussi le succès des équipes qui fonctionnent. C'est aussi le succès des équipes qui fonctionnent. C'est aussi le succès des équipes qui fonctionnent. C'est ce que dit Thomas Dansbourg, c'est si je réprime ce qu'il faudrait que j'exprime, tôt ou tard je déprime. Donc l'idée c'est de se dire, si j'ai quelque chose à le dire, comme dans une phase d'équipe en performing, eh bien je le dis. Je prends le temps qu'il faut. S'il faut, j'utilise des méthodes de communication, des outils qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, je ne garde pas ça pour moi. La cocotte minute sur le feu de la vie qui chauffe, le temps qui passe, parce que ça mène à soit une explosion. J'explose au mauvais moment, sur la mauvaise personne, avec la mauvaise intensité, parfois avec le mauvais sujet, ou j'implose. Là, ça donne des burn-out, des personnes qui perdent pied, des maladies chroniques, voilà, en tout cas des choses qui se passent à l'intérieur du corps. Donc, je dirais vraiment que cet aspect authenticité est important, de questionner ce sujet et de ne faire qu'un avec qui on est au fil de nos vies, que ce soit perso ou professionnel, et vraiment de s'écouter. Et du coup, je rebondis, est-ce que tu as un ou deux outils que tu pourrais transmettre du coup aux étudiants d'Innov Okay. S'il y en a qui te viennent à l'esprit. Je vais te piquer ton idée. La première, c'est l'écoute. Alors bien sûr, l'écoute de soi et l'écoute active. C'est-à-dire que je pense que c'est très important d'être en écoute active dans le groupe. Je dirais opposé à l'écoute réactive. L'écoute active, c'est s'écouter, poser un silence, écouter l'autre. Et écouter l'autre en empathie, sans interruption, sans le couper, sans oui mais moi je, sans conseil, sans orientation, sans induction. C'est prendre le temps de l'écouter, de déposer ce qu'il a à déposer, et voilà, et de valider son émotion. Peut-être en reformulant aussi ce qu'il dit, plutôt qu'être en écoute réactive, c'est-à-dire se préparer à répondre quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire, l'interrompre, le couper. Donc ça, c'est une première chose. Soyez vraiment en écoute active avec les personnes avec qui vous interagissez en équipe.
Et le petit conseil, c'est de vous dire, dans l'échange, là, je parle 10 à 15% du temps. C'est suffisant pour passer mon message, plutôt que de monopoliser la parole dans le groupe. Donc je dirais que c'est voilà, ce premier point. Un deuxième point, c'est de faire du et. Faire du et. C'est-à-dire utiliser plutôt le et que le mais. Alors, par exemple, très concrètement, je pourrais dire, bon, ben, j'entends ce que tu dis, Caroline, mais le mais, il met ce que tu as dit à la poubelle. Le et va être plus inclusif. Et j'entends ce que tu dis, Caroline, et à la fois, j'aimerais apporter quelque chose de complémentaire. Donc vraiment, c'est d'utiliser le et. C'est des petits tips, des petites ficelles de rien du tout, mais qui nourrissent justement la relation au quotidien. Donc vraiment, je dirais, faites du et. Et je dirais aussi, faites du jeu, dans la mesure. C'est-à-dire que le jeu responsabilisant. Un enjeu aujourd'hui, c'est de se responsabiliser dans la relation. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples qui montrent que le tu tue. C'est le tu qui tue la relation. Je suis comme ça parce que tu. L'idée, c'est d'utiliser le jeu pour se responsabiliser. Et il y a différentes méthodes de communication qu'on va évoquer juste après, qui permettent de mettre en valeur, je dirais, sa propre responsabilité dans la relation au service du groupe, plutôt que d'accuser et de se déresponsabiliser avec le tu. Il y a une citation que j'aime bien de Galilée qui est il n'y a jamais d'homme qui n'ait rien eu à m'apprendre. Et je pense que donc un comportement intéressant en groupe, c'est aussi de pratiquer l'art du questionnement et du questionnement puissant. Et donc de permettre à l'autre de dérouler sa parole avec notamment des questions ouvertes et de pouvoir voilà, cibler et permettre à l'autre d'avoir voilà, de s'ouvrir au groupe. Donc ce sont des questions ouvertes qui commencent par qu'est-ce que, comment, en quoi, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce sujet-là. Et donc c'est de permettre en tout cas à l'autre de dérouler sa parole et donc de ne pas finir par une réponse en oui ou en non, la question fermée. Est-ce que tu aimes bien ça? Oui, bah non. Donc c'est aussi utiliser et manier les questions de façon à pouvoir ouvrir au maximum. Ça c'est quelque chose qui me semble important. Un autre point, je pense, qui peut en tout cas renforcer les relations dans le groupe, c'est d'exprimer aussi sa vulnérabilité et d'oser le faire. Il y a Amécène qui dit la mort sculpte le vivant. C'est-à-dire que je pense qu'on peut renforcer vraiment la relation en exprimant ses propres failles, ses propres limites à son équipe. Et c'est OK. Et je pense que c'est aussi ça le leadership et le management authentique. Et c'est ce que je fais dans les équipes hybrides avec lesquelles je travaille ou les équipes composites, quand je travaille avec des freelances ou en remote avec différentes personnes. C'est aussi de pouvoir dire ses propres limites, parce que l'objectif, c'est de s'entourer de personnes qui sont meilleures que soi pour aller vers un but commun. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, d'exprimer ses propres failles. Il y a une autre phrase que j'aime bien, c'est celle de Paul Václavic. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Il n'y a qu'une seule constante, c'est le changement. Donc je vous invite aussi à être un peu comme Héraclite, c'est-à-dire changer d'avis. C'est OK de changer d'avis. L'idée, c'est de ne pas rester sur une position, en tout cas sur la dualité, avoir raison, avoir tort, parce qu'entre être heureux ou avoir raison, il faut choisir. Et je pense que c'est important de quitter ce mode de fonctionnement, hein, et d'oser changer d'avis, d'oser dire qu'on s'est planté, qu'on a eu tort, voilà, de ne pas avoir d'ego là-dessus. Et donc il y a un autre point qui est de prendre soin de l'équipe. Et prendre soin de l'équipe, c'est, je dirais dans un premier temps, avoir des temps de rendez-vous avec eux. Avec chacun des membres de l'équipe, chaque semaine, avoir à minima 30 minutes d'échange en one-one pour pouvoir voilà, laisser une porte ouverte. Ça, c'est une première chose. C'est l'opportunité aussi de faire des feedbacks positifs, faire des feedbacks constructifs. Ça, c'est une deuxième chose. Je pense que c'est très important de pouvoir voilà, communiquer régulièrement à son équipe et lui donner des clés pour avancer et la faire grandir. Donc, le one-one et puis le feedback, c'est deux outils qui me semblent importants. Okay. Un autre point qui me semble important aussi dans le mode de fonctionnement en équipe et des équipes qui performent, c'est d'avoir un contrat relationnel. Un contrat relationnel, c'est de se dire, on arrive là, on est en groupe, on est autour de la table, comment on a envie de fonctionner ensemble? Avant de partir tête baissée sur des sujets, c'est de se dire, qu'est-ce qui est important pour toi, Caroline? Ok, j'entends que le non-jugement, c'est important pour toi, par exemple.
Donc suspension du non-jugement. Ok. Suspension du jugement négatif. Et donc on va... Suspension du jugement négatif. Donc l'idée c'est par exemple de... Voilà, ça c'est un tips très important de communication dans les groupes. Un autre point qui me semble clé vraiment dans les groupes, c'est... on ne fait pas pousser du gazon sur du sable. Donc c'est de se dire, je prends le temps aussi de définir la culture du groupe. Comme on a fait le contrat relationnel, qu'est-ce qui est important pour nous? La bienveillance, le non-jugement. Eh ben, on va créer la culture vraiment de l'appartenance, la culture du why. Qu'est-ce qui nous anime? C'est quoi les piliers de notre raison d'être du groupe? Et donc je pense que c'est important aussi vraiment de définir son why en amont pour pouvoir vraiment avancer. Un autre point qui me semble très important dans le groupe, c'est de ne pas avoir peur d'entrer en conflit, de ne pas avoir peur de dire. On peut être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est important de pouvoir le poser sur différents comportements de groupe qu'il peut y avoir. Sans citer d'organisations que j'ai pu accompagner, ça m'est arrivé de percevoir des comportements sexistes en entreprise. Et l'idée, c'est de permettre de libérer la parole pour harmoniser le groupe. C'est ce qui s'est produit dans le cas que je cite en l'occurrence. La parole s'est libérée et tout s'est harmonisé. Et donc l'idée, c'est de pouvoir le faire d'une manière simple. Un outil concret qui permet de le faire, c'est l'outil OSBD, qui est inspiré de la communication dite non violente. J'aime bien l'appeler la communification. Et donc l'idée, O, c'est observation. Je vais dire ce que je vois. S, c'est sentiment. Donc c'est l'émotion. Qu'est-ce qu'il me traverse au moment où je vois ça? Ensuite, c'est B, besoin. C'est quoi le besoin non nourri chez moi dans ce qui se passe là? Et ensuite, c'est la demande. Je vais faire une demande claire, qui n'est pas une injonction, qui n'est pas un ordre. C'est ce qui fait souvent que ça fonctionne. C'est que c'est une proposition à l'autre de changement. Quand il se passe ça, je me sens comme ça. Parce que moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu serais OK pour la prochaine fois? C'est un mode de fonctionnement qui permet en tout cas d'harmoniser la relation, de fluidifier et pourquoi pas de réenchanter les relations. C'est une première chose. Et peut-être un autre point, c'est de ne pas avoir peur de se planter. C'est le côté fail, learn, succeed, l'échec, l'apprentissage, et je réussis ensuite. Parce que il y a aussi ça, quoi. C'est les vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est un super livre à lire d'ailleurs si on a envie d'apprendre à recycler ses échecs et en faire quelque chose. Et donc c'est de se dire, on apprend toujours finalement, quoi. Et pour toi, est-ce qu'il y a des pièges à éviter et à surtout pas foncer dans cette direction en termes de gestion d'équipe? Alors, tu as fait quasiment tout le boulot, donc je vais reprendre ce que tu as dit. Je dirais que la première chose, c'est d'éviter d'interrompre l'autre. L'autre avec un A majuscule. C'est éviter d'interrompre sans cesse les personnes de votre équipe. La première chose, c'est ça. Je pense que c'est le terreau fertile d'expression, que les autres vont se sentir en sécurité, en confiance pour déposer ce qu'ils ont à déposer. Donc c'est vraiment la première chose, éviter d'interrompre, ce qui va permettre de valider ensuite leurs propos, donc en reformulant. Ça c'est, je dirais, quelque chose qui me tient à cœur. Un autre point qui me semble clé, c'est d'éviter de laver son linge sale en public. Vraiment, il faut exclure ce comportement-là. Laver son linge sale en public. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Il y a quelque chose qui pourrait être, je dirais, amélioré dans le fonctionnement. C'est OK. Ça arrive tous les jours. Et on est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On va en parler en one-one, justement, dans nos entretiens. On va trouver un moment pour échanger là-dessus, mais en privé. Ça, c'est une deuxième chose. Parce que je pense qu'il n'y a rien qui peut casser plus la confiance que de faire ça. Un autre piège, et pour sortir d'un piège, encore faut-il savoir qu'on est pris dedans, c'est d'être pris dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est un triangle persécuteur, le bourreau, victime, donc la personne qui est persécutée, et le sauveur, celui qui va venir en aide à la victime. Et on est souvent pris dans des schémas de ce type-là en entreprise, et l'enjeu, c'est de mettre de la conscience là-dessus, et même dans nos relations au global, et se dire, je vais tout faire pour sortir de ce triangle-là. Parce que si j'alimente le triangle, à partir du moment où il y a une victime,
le triangle prend forme. Et donc l'idée, c'est de se dire, je peux venir en aide à la victime sans être sauveur. Donc en analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle aussi un mode de questionnement puissant, où on va venir questionner les besoins de la victime pour qu'elle se responsabilise, pour qu'elle soit en autonomie et qu'elle sorte elle-même du triangle. Et donc ça, c'est aussi je dirais un point de repère en position méta, c'est-à-dire c'est comme si on prenait un hélicoptère et qu'on regardait la relation et qu'on se disait, tiens, je vois ça et je vais sortir de ce piège-là. Donc je dirais que c'est ces 3 points de vigilance qui sont clés. Alors peut-être un dernier, c'est ne suppose jamais, vérifie toujours. Je pense que c'est important aussi quand on est en équipe de s'autoriser à poser des questions. Et qu'on soit manager coach, qu'on soit formateur, qu'on soit manager de transition, quand on fonctionne en équipe, voire même médiateur, c'est très important, je pense, de poser des questions pour clarifier, pour vérifier. Mon objectif, c'est d'aider mes clients à gagner en clairvoyance et donc les aider à prendre leurs propres décisions, à trouver leurs propres solutions. Et donc, voilà, ne suppose jamais, vérifie toujours. Je pense que c'est important, notamment grâce au questionnement, pour pouvoir éviter d'être dans les suppositions, ce qui souvent se vérifie par des échecs, parce que entre ce qu'on pense, ce que l'autre a renvoyé comme message, on peut très vite arriver dans une situation problématique. Donc en tout cas, poser des questions, c'est absolument important. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment Merci à toi. un plaisir de t'avoir écouté aujourd'hui. Et puis merci à vous d'avoir regardé Spot Why Days. Merci beaucoup, Caroline.